Ceux qui nous suivent depuis un bon moment le savent, de temps en temps, on se met au vert avec les technos pour vous parler évidemment technologie et forcément en vous proposant des hors-séries de l'été, juillet et août. En général, on vous propose des hors-séries. Il y a quelques temps, on vous avait proposé des hors-séries consacrées aux questions que vous vous posiez. Ici, on a choisi un autre angle et on va commencer avec Sébastien pour vous parler de personnages illustres, des gens dont on cite le nom régulièrement dans certains épisodes, hein, il faut bien le reconnaître, et puis on n'a plus l'habitude de rappeler qui ils sont. Et donc, c'est bien de remettre un petit peu les choses dans leur contexte et de resituer les grands personnages qui ont fait les technologies d'aujourd'hui. Tu as choisi qui, Sébastien? Richard. Je parle de Richard. Vas-y. Oui. Richard Stallman. Richard Stallman, RMS de son pseudo, qui n'est pas forcément le plus grand. Je ne sais pas de mémoire si c'est un plus grand. Par contre, c'est certainement un des plus lourds dans le domaine, sans vouloir être péjoratif sur Richard, parce que j'adore le personnage. Donc le gars est quand même déjà un peu vieux. Tout dépend du point de vue, Marc. Mais il est né en 53, donc il a 66 ans. Ça va, on a encore un peu de marge. Et donc il a commencé par des études à Harvard, qu'il a terminé donc des études en physique, qui n'ont rien à voir avec l'électronique et l'informatique, mais à l'époque, il n'y avait pas encore d'études en informatique de mémoire, parce qu'on était tous nés en 74. Oui. Toi oui, non? Moi, oui. Et donc c'était, même si ça n'a pas... Enfin si, c'est un tout petit peu d'importance après, c'est un athéiste, mais qui vient d'une famille juive. Voilà, je ne le savais pas, j'ai encore découvert des trucs ici en faisant le numéro. Et donc il a commencé à travailler au MIT, dans un labo d'intelligence artificielle, donc début des années 70, donc on en parle maintenant, mais début des années 70, il y avait quand même déjà dans le labo, et Richard Stallman en faisait partie, et en plus de son diplôme, il a maintenant plus d'une vingtaine de diplômes honoris causa dans différentes universités à travers le monde, pour reconnaître tout son travail autour des logiciels libres. Oui, honoris causa, c'est une reconnaissance plus que pour un travail, hein, oui. C'est pour l'ensemble de son œuvre, on va dire. Oui. Ouais. Et donc, quand il est arrivé au MIT, il a découvert un peu l'esprit du hacker pour voir, ok, je démonte, je bidouille, je partage, je m'amuse un peu et je ne suis pas forcément toujours obéissant vis-à-vis de l'autorité. Donc il a découvert ça assez jeune et il s'est dit, oh, ok, c'est génial comme esprit. Et seulement, malheureusement, à l'époque, ça a commencé un petit peu à changer. Il a commencé à avoir des gars en costard-cravate autour de lui qui allaient travailler pour beaucoup d'argent, etc. Il s'est dit, voilà, son ambiance de début, c'était mieux avant. Voilà, c'était donc déjà en les années 70. Et puis un jour, il y a un problème de bourrage dans son imprimante Xerox. Et c'est vraiment que là c'est un tournant dans sa vie, cette imprimante, dans le sens où il s'est dit, c'est un problème de driver, c'était le cas, je vais réparer le truc. Et le driver était propriétaire, il n'y avait pas les sources. Donc ça l'a énervé et il s'est dit il faut faire quelque chose contre ça. Alors le personnage, il faut encore voir, donc il est né en 53 pour rappel, jusqu'en 98, donc près de 40 ans, il avait son domicile au MIT. D'accord. Donc il n'avait pas de maison, il dormait à son travail et sa maison était son travail, là où il recevait lui, et il était vraiment domicilié là, parce que c'est là qu'il recevait ses convocations pour aller voter. Donc peu de vie sociale, on imagine. Pas de vie sociale du tout, d'ailleurs il est toujours sans enfant et célibataire, 66 ans, donc ça commence à devenir tard. Mais depuis 98, il s'est quand même trouvé un petit truc à côté du MIT à Cambridge. Alors il y a quelques trucs drôles, et après on reviendra sur son œuvre et sur le personnage. C'est que on peut voir plein de trucs sur lui sur son site. Il fait lui-même sa bio. Il dit toutes mes chemises, tous mes t-shirts ne sont pas rouges. Si vous le voyez, il est toujours en rouge ou pourpre. Il dit non, j'ai d'autres couleurs, mais c'est ces couleurs que je préfère. Effectivement, vous trouverez difficilement des photos de lui en autres couleurs. Et vous ne le verrez jamais en cravate parce qu'il trouve que c'est un instrument de soumission. D'accord. La cravate, c'est un instrument de soumission. Le téléphone portable, c'est un élément de surveillance. Donc, il n'a pas de téléphone portable. Il dit, si je dois téléphoner, je prends celui de quelqu'un comme ça. Ça donnera de fausses informations à Big Brother. Pas de carte de crédit. Il ne rentre pas dans les trains où il doit donner son identité. Ouais. Et il refuse les cartes de l'identité. Il répond à la définition du hippie, quoi, en gros. Oui. Et c'est vraiment la défense des libertés absolues. D'accord. Mais, et il a un certain côté paranoïaque sur la surveillance et sur la liberté. Donc c'est refus des cartes de fidélité en dur, refus vraiment de tout. Pour lui, les téléphones sont tous des outils de surveillance et ils ont tous un micro qui peuvent être
activé à distance pour être surveillé. Hein. Il l'écrit tel quel sur son site, hein, donc c'est vraiment très... C'est de la paranoïa ou c'est philosophique vraiment Il y a une partie philosophique, mais quand on lit le personnage et quand on l'écoute, il y a quand même aussi une bonne partie de paranoïa qu'il développe et qu'il justifie au travers son œuvre, mais son œuvre qui est très, très importante. Et puis le gars est aussi d'une intelligence incroyable. Il grâce à ce caractère, il est arrivé en France par exemple il y a quelques années, il est resté 6 semaines et au moment où il est descendu de l'avion, il a dit « Je suis en France, je parle français ». D'accord. Et pendant 6 semaines, il a essayé d'apprendre le français et maintenant il parle aussi bien français que toi et moi. Donc, et il fait toujours ça. Donc c'est vraiment... Il est cohérent, quoi. Il est cohérent et tu ne vas pas le trouver. Il refuse par exemple de faire des photos où il sourit. Il dit si je souris, c'est que je suis heureux. Si tu me demandes de sourire sur une photo, je ne le fais pas artificiellement. On ne poste pas de photos. C'est un peu binaire aussi en même temps. C'est très bizarre, hein, tu vois. Hein. Donc si vous le voyez sourire, c'est qu'il était vraiment content. Il faut trouver, il y a quelques vidéos de lui qui sont hyper drôles où vous le voyez danser. Le mec, voilà, ça c'est un peu, c'est un personnage. Mais qu'a-t-il fait ce personnage pour qu'on en parle? Parce que c'est ça aussi. Alors le nom a parlé à tout le monde hein, quand on l'a cité, comme il est en titre de cette vidéo, de fin de ce podcast. Voilà, ça parle à beaucoup de gens. Mais qu'a-t-il fait réellement pour mériter cette ça c'est quand ces feuilles volent. C'est l'avantage de tourner à l'extérieur. C'est quand le copion se barre. Tu veux le mien? Oui, je veux bien ton copion. Donc, qu'a-t-il fait donc ce personnage? C'est sur la deuxième feuille en plus. Alors, non, oui, si, c'est sur ta deuxième feuille. Alors, il a commencé. Moi, on me demande, hein, je donne. À l'époque, il a commencé avec Emacs. En fait, c'est un éditeur libre qu'il a fait quand il travaillait encore au MIT et qui continue à développer, donc toujours maintenant, presque 40 ans après. Et puis, au niveau programmation, hein, donc on est là-dessus sur le développement, il a développé aussi GCC et GDB, pas tout, mais en partie, il est à l'initiateur des outils. Et alors, ce que j'aimerais bien aussi ressortir, parce qu'on ne le voit pas directement, enfin, on ne le sait pas forcément, mais il avait sorti les fondements de ce qui est aujourd'hui Wikipédia, et qui a été l'inspiration de la création de Wikipédia. Donc voilà, ça reste donc une pile de connaissances libres, d'accès. Voilà, c'est vraiment le créneau, c'est presque, c'est peut-être qu'il l'est, mais ça je ne le sais pas, j'ai pas trouvé, c'est vraiment l'esprit du libertarien, plus ou moins de chacun est libre, chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut. T'as parlé de GCC, c'est un compilateur. Ouais, c'est ça, il faudrait remettre un peu dans le contexte, ça sert à quoi? C'est un compilateur libre sous Linux, et alors le compilateur est assez drôle d'ailleurs, c'est que si vous prenez GCC, il y a plein d'autres compilateurs, mais celui-là est quand même sous Linux, sous GNU Linux, parce qu'on fait quand même un épisode spécifique là-dessus. Donc sous GNU Linux, GCC est le compilateur de facto. Et il refuse par exemple de compiler certains codes sources de sociétés propriétaires. Donc il y a une guerre historique entre Richard et surtout Linus Torvalds et Nvidia, et qui eux publient des drivers propriétaires. Et il y a une partie qu'ils doivent compiler pour le charger dans le système. Et la partie qu'ils doivent compiler est refusée par le compilateur parce que c'est un logiciel qui n'est pas libre. Donc voilà, là il y a vraiment un problème philosophique et ça une partie philosophique. GDB, débugger, c'est ça? GDB, c'est un débugger. C'est bien, c'est intéressant. C'est marqué sur la feuille dans sa mail. Quoi d'autre? Dans les développements, c'est plus ou moins tout. Après, c'est surtout au niveau des licences qu'il a fait énormément de parler de lui. Et c'est là qu'aujourd'hui, il fait toujours énormément de politique, si on peut dire. Donc, il a commencé en 83 la licence GNU. Enfin, le système GNU, la licence GPL, pardon. Et donc, le GNU, c'est GNU Not Unix. Son but derrière le GNU, c'était de faire un système qui était un Unix qui permettait tout, mais en libre. Et donc, ils ont commencé à créer avec une équipe toute une série de tools pour avoir un système complet, mais il leur manquait le noyau. Et donc, le noyau est arrivé début des années 91 par Linus Torvalds. Et de là, ils ont réussi à avoir un système complet qui était le GNU Linux. Parce que voilà, aujourd'hui, tout le monde l'appelle Linux, mais c'est GNU Linux. Et donc, on a la licence GPL qui couvre quasi tous les outils derrière et qui est le fervent
il est le fervent défenseur du tout, parce que lui, il veut vraiment que tout le monde soit libre, et il veut un OS où tout le monde peut en faire ce qu'il a envie, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas sur toutes les distributions Linux, parce qu'on va retrouver des distributions où il y a pas mal de code propriétaire, ce que refuse et ce qui va contre la philosophie de Richard là-dessus. Ouais. Ce qui est assez... et là, on revient sur le personnage, c'est que quand on voit, il y a une guerre même dans le libre entre, si on prend Linus et Richard Stallman, parce que Linus est vu un peu comme le libérateur, parce que tout le monde connaît le noyau, alors que la plupart de la philosophie a été développée et est défendue par Richard Stallman et toutes les associations derrière, comme la FSF. Voilà, et donc c'est vraiment lui qui est derrière le mouvement, et donc on en arrive à la FSF. Ouais. La FSF qui est donc la Free Software Foundation, qu'il a créée en 85. Donc tu vois, il a été très créateur dans les premières années de sa vie, et depuis il défend toujours les idées qu'il a. Oui, en fait c'est ça, il est parti d'un constat. Et puis depuis il passe sa vie à le défendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc la FSF, donc c'est une fondation qui est une moyenne une dizaine de personnes, qui est là pour défendre quelques règles fondatrices, les 4 règles que, là je reprends mes copions parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, donc la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages, la liberté 0, donc. La liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins. Pour ceci, l'accès au code source est une condition requise. La liberté de redistribuer des copies, donc aider son voisin. La liberté d'améliorer le programme et de publier des améliorations pour en faire profiter toute la communauté. Pour ceci, l'accès au code source est une condition requise. Donc pour lui, c'est vraiment il reprend toujours les exemples de la recette de cuisine, où il se dit la recette, moi je viens manger des pâtes chez toi, j'aime bien les pâtes, elles étaient sympas, tu me l'as écrit sur un bout de papier, et puis je la refais chez moi, je rajoute une autre épice, elle est encore meilleure, et je la passe à mon voisin, etc. etc. Ça, ouais. Donc c'est lui qui prend toujours cette image, et dit voilà le code source, le logiciel, c'est la même chose, ça doit être libre, et chacun doit pouvoir l'améliorer et corriger des trucs. Au niveau des projets de la FSF, il y a quand même quelques trucs, dont avion. Oui, gentil avion, la nature. La nature. Ils sont libres, tu vois, un oiseau sauvage, un avion sauvage. Et donc t'as leur première, un des premiers points qu'ils ont beaucoup défendu pendant très longtemps, parce que c'était beaucoup plus fort aux États-Unis qu'en Europe, c'est les brevets logiciels. Donc pour lui, c'est vraiment un frein à la création, parce qu'il dit si j'écris un logiciel, j'ai pas envie d'aller chercher que IBM, Microsoft ou quoi que ce soit détiennent une partie des droits sur ce que je pourrais écrire, parce qu'ils en avaient eu l'idée. Donc voilà, les brevets, c'est vraiment pour lui un cancer, et donc ils ont défendu ça pendant des années, ils continuent toujours à le faire, mais un peu moins activement qu'il y a quelques années quand on a voulu les introduire en Europe. Puis il y a des communautés comme Libre Planète, ou un site qui est très peu connu, dont j'ai pas noté le nom malheureusement, mais qui permet de donner tous les matériels libres pour dire ok, ce matériel correspond à ce que fait. Oui, parce que on parle beaucoup du logiciel libre, le matériel, mais ça par extension, ça peut être aussi sur du matériel. Le matériel, parce que le matériel doit venir avec du binaire, du binaire et les codes sources pour pouvoir toi-même améliorer ton matériel. Et depuis depuis la fin des années 80, maintenant il continue toujours sur iMac à développer. Ça reste un des développeurs principaux, même s'il n'est plus le développeur principal. Et le gars fait maintenant des conférences à travers le monde. Lui, vraiment juste, il ne programme plus parce qu'il a un problème, alors que tous les copions s'envolent. Il ne programme plus parce qu'il a un problème au poignet. D'accord. Donc c'est trop difficile pour lui. Par contre, il s'est dit, moi je continue à faire des conférences et à promouvoir la bonne parole, un peu comme un peu comme un philosophe. Comme un philosophe, ou comme je veux dire comme une religion. D'ailleurs, ça a été fait, ça a été un peu tourné en dérision par lui et par d'autres à un moment. Il a été Saint Ignatius de mémoire. Donc, vous avez pu le voir dans les photos. Il s'est promené pendant des années avec un plateau de disque dur sur la tête. Et il commençait ses conférences comme ça. Il l'a arrêté depuis parce que l'image dessert la cause, et donc il ne le fait plus. Mais c'est pas la première fois qu'il fait des choses qui desservent sa propre cause. Hein. Oui, parce que toujours dans l'excès. C'est un gars assez caractériel, effectivement, qui est toujours dans l'excès, mais ça vaut la peine d'aller écouter, hein, parce que c'est en dehors maintenant de tout ce qu'il a fait par le passé en logiciel, qui sont des trucs qu'on utilise tous les jours. Pas iMac, parce que voilà, mais ça c'est une question de religion.
Mais c'est quelqu'un qui a énormément influencé le monde d'aujourd'hui dans ce qu'on a comme logiciel disponible, dans tout ce qui fait le web, dans tout ce qui fait nos desktops, si on a du GNU Linux, dans tout ce qui fait nos téléphones, même s'ils ne les utilisent pas. La plupart, c'est de l'Android. Donc il a influencé le monde entier. Oui. Et pourtant, il est très peu connu de Monsieur Tout-le-Monde. Mais comme je le disais en début de hors-série, on le cite, et tu le cites à l'envi, j'ai presque envie de dire, dans les épisodes, quand on fait référence à certaines news, ou même dans d'autres hors-séries, quand il est question de logiciels libres. Ça valait le coup, je pense, de situer le personnage, et ça deviendra un petit peu un hors-série référence, hein, quand on vous en reparlera prochainement de Richard, on vous renverra donc à ce hors-série, à n'en pas douter. Donc merci beaucoup Sébastien, et d'ores et déjà de très bonnes vacances qui ont commencé ou qui sont en cours au moment où vous regardez cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, hein, si c'est sur YouTube, à mettre des pouces vers le haut, à vous abonner, à le dire à vos amis, etc. Et si c'est sur les plateformes de podcast habituelles, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles et là aussi à partager ce que vous avez vu, si vous avez aimé ce que vous avez vu. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.